Merci d'être venu pour cette conférence du cycle d'archiculture s'intitulant Énergie et architecture du déni, la première d'un cycle de 4 conférences qui vont rythmer ce festival. Merci Hugo, Jonas, l'ENSA dans son ensemble pour l'invitation. On va discuter énergie. J'espère trouver des articulations avec votre enseignement, vos pratiques et aussi avec le contexte que je sais être très particulier aujourd'hui de revendications, réformes, réappropriation de l'enseignement. Donc ces questions-là, moi je ne vais pas les traiter, c'est pas ma compétence du tout. Par contre, je vais essayer de vous apporter des éléments de compréhension du contexte plus large encore que les questions que vous vous posez en interne. Et j'espère qu'on pourra en discuter à la fin ensemble, que vous aurez des questions sur alors soit des éléments que j'aurais mal expliqués, soit des contradictions, et je demande les deux. N'hésitez pas à me demander si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises, et surtout à me dire si je me suis trompé. Alors, première chose, je ne fais pas vraiment de la promo parce que c'est quelque chose que je vais faire totalement sans aucun gain, hormis celui de proposer collectivement et au plus grand nombre de reprendre le débat sur la transition énergétique. Ça va être un peu le cœur de notre questionnement aujourd'hui. Et je vais proposer dans les mois qui viennent, j'espère sous les 2 mois, une sorte de défi qui va nous inviter tous, autant citoyens qu'experts, à questionner les présupposés de la transition. Et vous allez voir que je vais vous donner quelques éléments aujourd'hui. Sur quoi repose conceptuellement, scientifiquement, sur quoi repose l'ambition de transition énergétique. Et vous pourrez, sur ce site-là, trouver des références, en particulier, et c'est l'objet de ce site, que dit la littérature scientifique, en physique en particulier, depuis 200 ans, sur la possibilité de faire une transition énergétique. Et en fonction de cette littérature, on verra ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà pour l'introduction. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin que je recontextualise le contexte écologique ? Je crois que vous êtes plutôt bien informés. On consomme trop d'hydrocarbures, il faut qu'on arrête d'en consommer pour 2 grandes raisons. D'une part parce que ça émet du CO2, donc ça engendre tout un tas de problèmes climatiques et écologiques globaux. Et aussi parce que, de toute façon, cette ressource-là n'est pas illimitée et qu'il faut parvenir à utiliser, si possible, d'autres ressources énergétiques. Voilà, pour le contexte général, je ne vais pas vous apporter d'autres informations aujourd'hui sur les grands enjeux, parce que vous les connaissez bien. Par contre, je vais essayer de travailler un petit peu, comme c'était le titre proposé pour cette intervention, je vais essayer de travailler un petit peu l'architecture de la pensée qui s'est façonnée, qui s'est faite depuis qu'on a tenté d'ambitionner cette transition énergétique. Comment on a assemblé les éléments de connaissance pour se dire que oui, c'était possible de faire cette transition. Et alors le premier mot qu'on a utilisé, ou le mot qu'on utilise le plus fréquemment, c'est le mot solution. La transition énergétique, c'est la solution à nos problèmes. Alors, on a un souci avec le mot solution, à mon sens, c'est son étymologie. Et le mot solution, contrairement à ce qu'on pense, ça ne veut pas vraiment dire résoudre un problème, étymologiquement. Le mot solution, en fait, c'est un nom commun qui est formé à partir du verbe latin solvo, dont le participe passé est solutus, et qui signifie je délie et je désagrège. Donc, d'après son étymologie latine, solution signifie séparer en effaçant. Ça veut dire que quand on solutionne quelque chose, donc dans l'usage ancien, je ne vais pas dire que c'est l'usage d'aujourd'hui justement, mais dans l'usage ancien, quand on apporte une solution à un problème, en fait, on l'a désagrégé, on l'a dissous et on l'a délié, et du coup, on a effacé un petit peu la nature même du problème. Donc, peut-être qu'avec cette redéfinition du mot, en fait, c'est la définition du terme historique, peut-être que vous allez lire ou entendre un peu différemment les interlocuteurs qui vont vous dire « j'ai la solution ». Peut-être que l'histoire de ce mot nous l'a fait adopter parce que nous n'aurions pas forcément une solution ou un truc idéal, mais que nous tenterions peut-être plutôt
de défaire un petit peu tous les liens qu'on a avec le problème qu'on essaye de solutionner, et puis d'en effacer certains termes, ou de les révoquer, de les mettre de côté et de les oublier. Alors, vous me pardonnerez cette comparaison, je vais essayer de bâtir, plutôt de vous faire comprendre comment est bâtie l'idée de transition énergétique, et je pense qu'elle est un petit peu conceptualisée comme si vous aviez à refaire le frontispice d'une cathédrale, voire à rebâtir une flèche sur une tour, mais qu'on ne vous donne pas les moyens suffisants pour le faire correctement, et que vous vous retrouviez à fixer ce frontispice tout beau, tout neuf sur la cathédrale, mais vaguement chevillé, avec des chevilles mécaniques ou chimiques, mais ça ne tient pas super, et puis c'est pas très durable. Et puis votre flèche et votre tour, vous devez les poser sur cette cathédrale, mais vous n'avez pas le droit, ou vous ne pouvez pas, les appuyer sur les arcs-boutants qui vous permettent d'exercer les forces pour stabiliser cette flèche jusqu'aux fondations. Je vais vous montrer qu'à mon sens, la transition énergétique, c'est quelque chose qu'on essaye d'appuyer sur les fondations de la physique, mais qu'on le fait sans vraiment en avoir les moyens, qu'on a juste l'impression d'appuyer cette belle flèche de la transition énergétique et ce beau frontispice de la substitution des énergies, on a l'impression de l'appuyer sur les arcs-boutants, sur la masse de la cathédrale initiale jusqu'aux fondations, et en fait, à mon sens, c'est peut-être une illusion. Richard Feynman, donc, rappelle ce qu'on sait de l'énergie, c'est rien. Personne n'a d'idée de ce qu'est la nature de l'énergie. Et quand je dis ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est qu'il n'y a pas un physicien, il n'y a pas un humain, il n'y a pas un chercheur, un penseur, un philosophe, un métaphysicien, un phénoménologue qui sache ce qu'est dans l'absolu l'énergie. On n'en connaît pas la nature. On ne sait que ce qu'elle fait. Donc, l'énergie, c'est une unité de mesure des transformations. Voilà. On n'en a une connaissance que par défaut. C'est ce qui permet d'estimer qu'un truc peut changer ou pas, modifier qu'il peut voir sa nature intrinsèque être transformée, modifiée, évoluer, changer d'état, les flux qui nous entourent, la climatisation ici, le soleil, tout ce qui bouge, tout ce qui change, tout ce qui est modifié dans l'environnement est causé par de l'énergie. Ou plutôt, c'est la condition sine qua non au changement, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est embarrassant parce que on aimerait bien avoir la maîtrise totale sur cet objet ou cette chose qu'est l'énergie, mais en fait, ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une entité. On ne sait pas ce que c'est, on sait juste ce que ça fait. Et on aimerait pourtant pouvoir la maîtriser. Alors, quand on a un mot solution, dont on voit qu'il est un petit peu bancal dans son étymologie, quand on rappelle ce qu'est l'énergie et qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et quand on essaye de rassembler tout ça pour trouver un avenir à nos sociétés, est-ce que déjà, on n'a pas la sensation que c'est moins solide que ce qu'on entend dans les médias ou qu'on lit dans les journaux? J'ai l'impression. Alors, je vais vous rappeler ce que dit le consensus scientifique, ce que dit la connaissance scientifique aujourd'hui, d'une façon générale. Je vais vous discriminer ce qui relève de la connaissance scientifique et ce qui relève de la recherche scientifique. Ça nous permettra d'avancer et de voir un petit peu sur ce sur quoi vraiment on peut s'appuyer pour avancer. Eh bien, le consensus scientifique, il se base sur assez peu de choses finalement. Le principe de moindre action, d'une part. Le principe de moindre action, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est l'idée que la nature tend toujours à minimiser la dépense d'énergie. Quoi qu'il se passe, la nature minimise la dépense d'énergie. C'est le meilleur ratio entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Moi, je ne suis pas compétent pour vous le décrire mieux que ça. Je peux juste vous dire, lorsqu'il arrive quelques changements dans la nature, la quantité d'action nécessaire pour ce changement est la plus petite qui soit possible. Alors ça, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on imagine que c'est très vague, en fait, les mouvements. Il y a beaucoup d'aléatoires, beaucoup de choses qui sont peu déterminées, voire le monde est non déterminé et tout est soumis au hasard. Et en fait, la physique sait depuis 300 ans
que le principe de moindre action sous-tend toutes les transformations et qu'elles sont toujours minimisées. La dépense d'énergie est toujours minimisée. Ce qui fait partie des connaissances scientifiques, c'est également les lois de conservation. Je ne m'étends pas non plus, mais on ne peut pas faire apparaître de la matière en claquant des doigts. Et quand on a consommé une quantité d'énergie, quand on a dissipé une quantité d'énergie, en fait, elle n'a pas disparu, elle s'est juste dégradée. On dit que son exergie est moins bonne, mais la quantité d'énergie initiale est toujours là. Les lois de conservation sont absolument rigides. Ça fait partie du consensus scientifique. La thermodynamique, l'irréversibilité des transformations, on y reviendra. La relativité générale, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le hasard fondamental est également une connaissance scientifique qui fait consensus, qui n'est pas incompatible avec le principe de moindre action. Mais je vous laisse questionner les physiciens pour aller plus loin. Très important, la cause précède toujours l'effet. On va essayer de garder cette phrase pour les questions qu'on se posera à la fin et sur les solutions qu'on peut vraiment mettre en place par rapport à notre problème écologique. La cause précède toujours l'effet. Les connaissances sur les structures dissipatives. Structures dissipatives, ce sont des systèmes physiques qui acquièrent de l'organisation en étant traversés par un flux d'énergie. C'est vous et moi, c'est tout le vivant et c'est tout ce qui s'organise peu ou prou. Alors l'exemple classique, c'est la casserole d'eau qu'on met sur le feu. Eh bien, si vous pouvez l'observer, vous allez voir des tourbillons qui vont s'organiser et qui résistent au désordre. Donc dans votre casserole d'eau, il y aura des tourbillons qui vont s'organiser. Et si vous brassez l'eau avec une cuillère et que vous enlevez l'eau, les tourbillons vont se réorganiser automatiquement tout seul. C'est-à-dire que le flux d'énergie qui traverse l'eau qui bout organise les flux. Voilà. On parle plutôt de cellules de Bénard plutôt que l'eau qui bout, mais je vous laisserai vous renseigner. Voilà. Donc les structures auto-organisées, les structures dites dissipatives, c'est vous et moi qui, lorsque nous sommes traversés par de l'énergie, acquérons des propriétés que nous n'avions pas précédemment. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore, le potassium qui nous constituent, si tout ça n'est pas traversé d'énergie et toujours traversé régulièrement d'énergie, ça ne s'organise pas en vous et moi. D'accord ? Les structures dissipatives. Autre chose qui fait parfaitement partie du consensus scientifique, bien évidemment, c'est le dérèglement climatique d'origine anthropique. Voilà. Ce qui ne fait pas partie du consensus scientifique, c'est-à-dire que les connaissances à ce sujet ne sont pas partagées ni admises comme étant un commun, si vous voulez, par l'ensemble des scientifiques. Par exemple, la capacité de l'humanité à s'autodéterminer ou à être libre. C'est un sujet de débat, légitime, passionnant, mais il n'y a pas de consensus sur cette idée. C'est une question philosophique, peut-être que l'humanité ne résoudra jamais jusqu'à ce qu'elle quitte cette planète. D'une façon ou d'une autre, c'est une question philosophique. Donc, par exemple, on pourrait reprocher à ceux qui disent « nous allons faire la transition énergétique parce que nous sommes capables de nous autodéterminer et que nous avons la nécessité de le faire, donc nous allons le faire ». Vous voyez que cet enchaînement logique est discutable à bien des endroits. Quoi qu'il en soit, si ce débat est de nature scientifique aussi, puisqu'il est légitime de se poser la question scientifique de la liberté et de la capacité d'autodétermination, il n'y a pas consensus. On pourrait éventuellement demander au GIEC ou au gouvernement d'organiser la création d'un GIEL, c'est-à-dire un groupe d'experts intergouvernemental sur la liberté. Je pense que ça serait un apport très pertinent pour savoir si oui ou non nous avons la potentialité d'orienter notre destinée autant que nous le voulons. Autre élément de connaissance dont on pourrait croire très spontanément qu'il est une évidence et qu'il y a consensus scientifique derrière, la capacité de l'humanité à protéger son milieu. Toujours, ou en tout cas aujourd'hui, en fonction des circonstances. Oui ou non, je ne sais pas. Il y a débat, il y a discussion. Est-ce que les chasseurs-cueilleurs, il y a 40 000 ans, protégeaient leur milieu ou juste le dégradaient moins ou ne le dégradaient pas du tout? Ce sont des questions qui ne sont pas résolues. Est-ce qu'il est possible de stabiliser une humanité, où qu'elle soit, sans qu'elle parvienne à un effondrement de sa communauté par surexploitation des ressources? Question ouverte. Il y a des contre-exemples. Donc on ne peut rien pour l'instant conclure. Moi, je peux avoir une idée là-dessus, mais en tout cas, il n'y a pas de consensus scientifique sur cette question. Enfin, la capacité pour l'humanité à opérer une transition énergétique, et c'est le débat d'aujourd'hui, c'est la question qu'on va se poser. Il n'y a pas consensus sur cette question. Même si, partout dans le débat sur la transition, on va vous dire, mais enfin, bien sûr,
la substitution des énergies, c'est possible. Alors je reviens à Richard Feynman, qui, bien qu'il ait affirmé ne pas savoir ce qu'est l'énergie, lui non plus, puisque personne ne le sait, il a quand même énoncé: pour tout système, l'énergie apparaît sous un très grand nombre de formes différentes. Et il existe une formule pour chacune. Ce sont l'énergie gravitationnelle, l'énergie cinétique, l'énergie thermique, l'énergie élastique, l'énergie électrique, l'énergie chimique, l'énergie de rayonnement, l'énergie nucléaire, l'énergie de masse. Si nous additionnons les formules pour chacune de ces contributions, il n'y aura pas de changement à l'exception de l'énergie qui rentre et qui sort. C'est très important parce que ça va être l'axe de notre discussion. On ne sait pas ce qu'est l'énergie. Je le dis maintenant, mais on va y revenir. Toutes les énergies sont dans l'absolu convertibles les unes en les autres. On peut faire passer une quantité d'énergie d'une forme à une autre parce qu'on est dans l'absolu. On sait qu'on peut faire cette transformation à des quantités d'énergie. Elles sont toutes convertibles. Voilà. Pour autant, elles n'ont pas toutes la même forme et donc elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques. Et je vais y venir. Voici une frise qui, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je vais vous la décrire brièvement. Les premiers villages apparaissent aux alentours de moins 10 000 ans. Début de l'agriculture, bon, cette frise n'est pas forcément extrêmement exacte. L'agriculture, son apparition se déroule sur des milliers d'années, entre moins 12 000 à peu près, et puis jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a encore des peuples qui ne pratiquent pas l'agriculture. Donc ce n'est pas quelque chose qui est une évidence ni un universel. On a traversé l'âge de pierre, l'âge du cuivre, l'âge du bronze, etc., jusqu'à arriver au développement de la métallurgie aujourd'hui. Et je vous ai dit, on ne sait pas ce qu'est l'énergie. Toutes les énergies sont convertibles les unes dans les autres. Il y a des formes d'énergie différentes. La chose la plus importante aujourd'hui à retenir par rapport à notre problématique environnementale et écologique, si vous retenez qu'une chose, c'est celle-ci: l'humanité ne dispose que d'une seule source d'énergie, c'est la matière organique. Retenez bien tous les mots. L'humanité ne dispose que d'une seule source, alors une seule déjà, source d'énergie, c'est la matière organique. Pourquoi je dis source ? Je dis source parce que j'utilise le mot source pour qualifier le fait de puiser dans quelque chose et d'en obtenir un service, comme par exemple vivre, organiser nos sociétés, fabriquer des camions, des smartphones, etc. Donc vivre, fabriquer des camions et des smartphones. C'est trois types d'organisations qui relèvent de la structure dissipative. Il y a besoin d'énergie pour pouvoir vivre, fabriquer des camions et des smartphones. Et on puise dans des sources pour y parvenir, comme on boit de l'eau à la source pour étancher sa soif. D'accord ? Source, quand je dis qu'il n'y en a qu'une, et pourtant j'ai dit vivre et fabriquer des camions, eh bien ça reste de la matière organique. Quand vous mangez, la matière organique, c'est le produit du vivant, hein, c'est ce que fabrique le vivant. Quand vous mangez du vivant. Vous mangez carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, potassium. C'est ce qui vous... et du fer, enfin bref, beaucoup d'autres choses, mais c'est du vivant. C'est ce qu'a fabriqué le vivant, c'est ce qu'a organisé le vivant avec la matière autour de lui. Donc vous mangez de la matière organique. La biomasse que vous brûlez dans votre poêle l'hiver pour avoir chaud, ou que les chasseurs-cueilleurs brûlaient pour tanner des peaux, pour tailler des pointes, pour cuire leur alimentation, la biomasse, c'est de la matière organique. Les camions qu'on fabrique dans une usine et dans lesquels on met du fioul, c'est de la matière organique. L'usine est alimentée par des hydrocarbures, les hydrocarbures, donc pétrole, charbon, gaz. Les hydrocarbures, c'est de la matière organique. C'est du produit de la vie. Les hydrocarbures, c'est du produit de la vie qui s'est enfoui au cours de centaines de milliers d'années et qui a été transformé et qui ensuite s'est condensé à un endroit et on en profite aujourd'hui. Mais c'est de la matière organique. Je répète, l'humanité ne dispose que d'une seule source d'énergie, la matière organique, sous trois formes principales, enfin trois formes tout court: l'alimentation, la biomasse, combustible, et les hydrocarbures, combustibles. Donc, deux formes principales, chimiques pour l'alimentation et combustible.
évidemment, une fois qu'on a du pétrole, on peut en faire aussi de la chimie, etc. Mais vous voyez que dans tous les cas, c'est de la matière organique et qu'on puise dedans pour obtenir des services. Voici par exemple les services qu'on a obtenus avec la biomasse. Les deux premiers cercles à gauche désignent l'âge du cuivre, l'âge du fer et du bronze. On n'avait pas d'hydrocarbures à l'époque, on a brûlé du bois ou du charbon de bois, on a fabriqué du charbon de bois et on a pu avoir des températures de fusion suffisamment élevées pour obtenir du cuivre, du fer, du bronze et différents autres alliages. Le cercle à votre droite, c'est la métallurgie au sens moderne, on va dire, celle qui s'appuie sur les hydrocarbures qui ont un point de fusion plus élevé, donc qui ont un point de combustion qui est plus chaud, et du coup permettent un point de fusion plus élevé qui permettent des alliages nouveaux, inédits, et surtout des quantités de transformation, puisqu'il y a une grande puissance de libération d'énergie des hydrocarbures, des quantités de transformation qui ont fait notre société qu'on appelle donc thermo-industrielle. Ça fait beaucoup de vocabulaire, mais thermo-industrielle, ça vient du fait que nous sommes des sociétés de la chaleur. Ici, vous avez notre histoire démographique, sur laquelle je passe rapidement, mais vous avez donc de 65 000 ans à peu près jusqu'à 40 000 ans, une chasse et cueillette qui parvenait à donc une source. La chasse et la cueillette permettaient de puiser dans la source de matière organique qui permettait d'avoir à peu près 1 million d'êtres humains sur toute la planète. À partir du moment où nous avons développé des techniques nouvelles, à peu près vers moins 40 000, moins 35 000 ans, des outils de chasse à propulseur par exemple. On ne sait pas trop quand l'arc est né, mais jusque-là c'était souvent après cette période. Mais certaines études tentent à montrer que peut-être l'arc est apparu aussi à cette période-là ou pas loin. Donc de nouvelles techniques de chasse nous ont permis de puiser de façon plus performante dans la matière organique et notre population est passée de 1 à 5-6 millions de façon très stable jusqu'à l'agriculture. L'agriculture nous a permis de puiser différemment dans la même source en domestiquant cette source sous forme de céréales essentiellement. Donc on est toujours en source matière organique, on puise dedans, mais on développe des techniques à nouveau qui optimisent la capture d'énergie. Et puis vous voyez, alors je vous apprends rien, mais c'est une échelle logarithmique, hein, donc c'est beaucoup plus à la forme d'une exponentielle normalement, mais là l'échelle logarithmique aplatit cette exponentielle. Et vous voyez la grande accélération de la démographie qui a 200 ans à partir du moment où on a exploité cette source qui est les hydrocarbures. Et évidemment, on a aussi, à partir de, on va dire, l'Antiquité, on a commencé à exploiter d'autres énergies, comme le vent, mais même avant, puisqu'on a certainement utilisé des bateaux à voile depuis très longtemps. On a donc utilisé le vent et puis on utilise notre corps. Tiens, vous le savez comme moi, notre corps utilise l'énergie du soleil pour déjà se réchauffer dès que possible. On aime bien se mettre au soleil pour avoir plus chaud, ça fonctionne. Et notre corps utilise l'énergie du soleil pour synthétiser la vitamine D. Vous avez besoin de 15 minutes au minimum d'ensoleillement par jour, direct sur la peau, pour avoir votre taux de vitamine D suffisant. Est-ce que là, le soleil, les rayons du soleil, le rayonnement solaire est une source d'énergie d'après vous? On en discutera après. Je vais avancer. Je vais vous donner mon point de vue. À mon sens, non. C'est bien une énergie qui nous rend un service. Quand on expose notre peau au soleil, on fait de la vitamine D. Quand on s'expose l'hiver au soleil, on a plus chaud. Quand on fabrique un bateau à voile et que le vent propulse le bateau à voile, le vent a rendu un service. Est-ce que pour autant, le vent et l'énergie du soleil que je vous ai décrite sont des sources d'énergie? À mon sens, non, parce qu'on n'a pas puisé dedans. Là encore, on est sur l'architecture de la connaissance sur l'énergie. Je veux qu'on puisse distinguer les sources d'énergie et les énergies que j'appelle auxiliaires, c'est-à-dire auxiliaire qui veut dire qui rend un service supplémentaire. Voilà. Auxiliaire, c'est une définition très simple. On ne peut pas puiser dans le vent pour fabriquer un bateau. Je vous mets au défi d'y arriver. Pour fabriquer un bateau, vous avez utilisé la matière organique qui a traversé votre corps, qui vous a donné de la force de travail. Et si vous avez des pièces métalliques dans votre bateau, vous avez utilisé la biomasse combustible pour faire fondre du métal et fabriquer votre bateau à voile. Et ça, c'est les sources d'énergie dans lesquelles vous avez puisé pour fabriquer le bateau. Ensuite, le bateau, il est propulsé par le vent.
Mais le vent ne vous a servi à rien du tout pour fabriquer le bateau. Donc là, vous avez des sources d'énergie dans lesquelles vous puisez pour obtenir un service, un bateau, et de l'autre côté, une énergie, qui n'est pas une source, une énergie qui est là, qui est dans le milieu, et qui est auxiliaire, parce qu'elle vient nous rendre un complément de service. Et pareil pour votre corps avec la vitamine D, ce n'est pas votre corps qui synthétise la vitamine D avec l'énergie que vous avez assimilée en mangeant, d'accord ? Mais c'est parce que vous avez mangé que vous avez la possibilité de vous exposer au soleil et d'avoir une énergie auxiliaire qui va vous permettre de synthétiser la vitamine D. Ok ? Source d'énergie auxiliaire et énergie auxiliaire. On peut prolonger un peu la métaphore du corps humain, si vous voulez, pour vraiment illustrer de la façon la plus pertinente qui soit. Et ça va nous permettre d'articuler un petit peu la question de la substitution des énergies qui conditionne la transition énergétique. Je fais une petite parenthèse. On a parlé de sources d'énergie auxiliaire et d'énergie auxiliaire. Dans les sources d'énergie auxiliaire, je place volontiers les hydrocarbures et la biomasse. Pourquoi ? Parce que ce sont bien des sources, on puise dedans, mais c'est auxiliaire au sens où ça ne conditionne pas notre existence. Voilà une différence supplémentaire. La matière organique que vous mangez par l'alimentation, elle conditionne votre existence. Elle a conditionné l'existence de tous les humains depuis que les humains existent. Si on ne mange pas, on meurt. Par contre, tous les humains qui ont existé n'ont pas eu besoin de biomasse combustible, ni d'hydrocarbures. Les humains existaient avant de maîtriser le feu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça, voilà, c'est 3 grandes familles que je veux qu'on garde en tête. Source d'énergie, condition à l'existence. Si on n'a pas de source d'énergie, on meurt. Source d'énergie auxiliaire, on puise dedans, mais ce n'est pas indispensable à la vie. Les hydrocarbures, la biomasse. Et les énergies auxiliaires, on ne peut pas puiser dedans, mais ça nous rend quand même des services. Bien. La comparaison avec le corps humain que je veux vous proposer, voilà, vous mangez. Votre corps va dissiper l'énergie disponible dans la chimie de votre alimentation et va en faire, on a dit tout à l'heure, Richard Feynman a parlé de différentes formes d'énergie. On avait une énergie chimique et votre corps va en faire plein d'autres formes d'énergie. Si on était moins nombreux et que si on avait le temps, on discuterait, ce serait plus sympa, mais je vous demanderai quelles sont les formes d'énergie qu'il y a dans votre corps, mais il y en a plein. Il y a encore de l'énergie chimique, celle qui vous permet de fabriquer des protéines, voilà. Mais il y a quand même eu conversion de l'alimentation en énergie assimilable par des sucres, échangés avec des molécules d'ATP, etc. Tout ça, ça permet de fabriquer les protéines. Voilà. De la chimie, il y en a plein votre corps. Il y a aussi de l'énergie sous forme de chaleur. Votre corps produit de la chaleur avec l'alimentation. Vous pouvez manger une glace froide. Il va convertir cette glace froide en chaleur, et d'ailleurs, c'est nécessaire quand on mange une glace parce qu'il faut restaurer l'équilibre à l'intérieur, l'équilibre thermique. Donc, la chimie vous fait faire de la chaleur. Vous avez une forme d'énergie électrique dans le corps, par exemple pour faire battre votre cœur, ou tout simplement faire fonctionner vos neurones et faire communiquer vos neurones entre eux. Vous avez donc de l'électricité dans le corps, plein, et vous l'avez faite grâce à de la chimie au départ. Et vous avez même de l'énergie électromagnétique dans le corps, sous forme électromagnétique. Votre système nerveux émet des ondes électromagnétiques, ce qu'on appelle les ondes cérébrales. Votre corps, qui est un convertisseur hyper complexe, avec une seule source d'énergie sous une seule forme chimique, a fait plein d'énergies différentes, dont il fait des choses différentes, extrêmement différentes. Je répète, de la chimie, de la chaleur, de l'électricité, des ondes électromagnétiques. Je crois n'avoir rien oublié. Et la grande question, c'est un petit peu comme nos sociétés en fait. Nos sociétés, elles ont des sources d'énergie auxiliaires, et elles voudraient... On est d'accord que les énergies qui sont dans votre corps ne sont pas des sources d'énergie. Vous ne pouvez pas utiliser l'électricité qu'il y a dans votre corps pour la manger et faire fonctionner votre corps. Ça vous va. Eh bien, nos sociétés voudraient faire une transition énergétique, c'est-à-dire passer des sources d'énergie qui nous posent problème à faire fonctionner nos sociétés avec des énergies auxiliaires, c'est-à-dire des produits de l'industrie de nos sociétés. Nos sociétés font de l'électricité, comme notre corps fait de l'électricité, alors pas comme, mais un peu comme. Et le projet, c'est de faire fonctionner nos sociétés à l'électricité qui est produite jusqu'à présent grâce aux hydrocarbures.
Et on voudrait le faire grâce à des énergies auxiliaires, le vent, le rayonnement électromagnétique et les atomes d'uranium dont je n'avais pas encore parlé, mais c'est fait. Alors, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. On peut appeler, si vous voulez, les ENS, les énergies dites de substitution. C'est en gros, en résumé, ou en principalement, on va dire les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires. Il y a de la géothermie, il y a de l'hydroélectricité, bien sûr, mais tout le monde sait aujourd'hui que ni la géothermie ni l'hydroélectricité n'ont les potentiels de vraiment remplacer, enfin de satisfaire tous nos besoins. Ça ne veut pas dire qu'on ne les utilisera pas. Mais on va focaliser sur les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires. Pourquoi je les mets ensemble? Parce que ce sont, pour moi, c'est la même famille, ce sont des convertisseurs d'énergie. C'est la même famille, c'est-à-dire qu'on a une énergie présente dans le milieu, des énergies auxiliaires, et on veut en faire de l'électricité, et pour faire ça, on a besoin, c'est conditionné, on a besoin d'un convertisseur. Si vous ramassez des atomes d'uranium par terre, que vous êtes à côté d'une mine et qu'on vous donne de la roche pleine d'uranium, vous ne pourrez jamais en faire de l'électricité. Par comparaison, quand vous avez un morceau de charbon, un litre de pétrole, même de pétrole brut, ou du gaz, ou n'importe quel hydrocarbure, voilà, vous pouvez immédiatement, avec très peu d'efforts, juste une étincelle, en faire de l'énergie utile en plus. Directement utilisable. Vous avez chaud tout de suite, même trop chaud, il faut vite canaliser cette énergie, la mettre dans un four pour pouvoir générer les transformations. Mais en tout cas, vous avez un service immédiat. Et vous pouvez maîtriser ce service. Comme quand vous faites brûler un feu pour faire cuire vos merguez ou vos plats végés, vous avez un service immédiat quand vous faites brûler du bois. La chaleur, c'est pour ça que nos sociétés s'appellent thermo-industrielles, la chaleur, c'est ce dont on se sert immédiatement. Les atomes d'uranium ne font pas de chaleur. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez, vous n'en ferez jamais de la chaleur. Il faut une société industrielle, thermo-industrielle, qui fabrique une centrale autour. D'accord ? Pareil pour le vent, je vous mets face au vent et je vous demande de me rendre un service avec le vent, comme ça. Eh bien, si vous ne fabriquez pas un bateau à voile ou une éolienne ou quoi que ce soit, avec autre chose que le vent, vous n'en ferez rien. Le vent ne fera jamais de chaleur. Pareil pour le rayonnement électromagnétique, les rayons du soleil ne font pas de chaleur. D'accord ? Donc les ENS, les énergies dites de substitution, c'est ce qui qualifie ces infrastructures qu'on veut mettre à la place des centrales thermiques aux hydrocarbures pour les remplacer en disant c'est bon, ça va marcher, ça va nous procurer de l'énergie. Sauf qu'on a un petit souci aussi, là, pardon, mais on a un problème, à mon sens, de catégorisation et on ne s'éloigne pas des problématiques d'architecture que vous vous posez régulièrement, d'architecture de pensée. À mon sens, placer les ENS, je vais dire ENS souvent, les énergies dites de substitution, catégoriser les ENS dans la même famille que les centrales thermiques au charbon, etc., ça pose problème conceptuel parce qu'on voit bien, avec ce que j'ai dit précédemment, que les ENS ne sont pas alimentés par des sources d'énergie. Est-ce qu'on peut les mettre dans la même famille alors que ceux qui rentrent dedans, dans les ENS, pour faire de l'électricité, c'est pas du tout la même chose pour nous que du charbon, du bois, ou du pétrole ou des hydrocarbures. Moi, je crois pas. Ce biais-là s'appelle... c'est une erreur d'attribution, si vous voulez. On prête des potentialités ou des capacités, des propriétés à certains objets alors qu'ils ne les ont pas. On place la causalité de certains phénomènes dans les objets alors qu'ils ne sont pas la cause de certains phénomènes. Josh Tenenbaum, qui est un chercheur sur lequel je m'appuie pour vous expliquer ce problème-là, à mon sens, appelle ça une erreur de... Il appelle ça même le scandale de l'induction. Et ce scandale de l'induction, on le retrouve un peu partout tout le temps. Si je vous dis, je vais reprendre un exemple que je prends régulièrement, une Clio et une ambulance pour un garagiste, c'est la même chose. C'est des voitures, quoi. Un garagiste va réparer une Clio et une ambulance, ça ne lui pose pas de soucis, c'est à peu près les mêmes pièces, c'est le même service, voilà, c'est la même famille, c'est des voitures ou des véhicules. Si vous êtes un blessé sur la route et que vous avez une Clio qui arrive avec moi dedans, vous allez être très embêté, vous aurez préféré une ambulance avec un médecin dedans. En fonction de l'usage,
les objets de notre environnement n'ont pas du tout la même catégorisation. Pour un garagiste, c'est pareil. Pour un blessé sur la route, une Clio et une ambulance, ça n'a rien à voir. Donc vous avez deux façons de classer les objets qui sont là complètement incompatibles. Pour un réparateur de vélo, un tricycle et un vélo en carbone, c'est pareil. C'est des roulements à billes, une chaîne. Ça roule quand on pédale dessus. Pour un coureur du Tour de France, un vélo en carbone, c'est quand même plus commode qu'un tricycle. En fonction de l'usage, vous allez catégoriser les objets de votre entourage de façon différente. À mon sens, on a catégorisé les ENS dans la même famille que les centrales thermiques parce que tout produit de l'électricité ou génère de l'électricité. On s'est dit, les centrales thermiques, en haut là, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires, c'est la même catégorie puisque ça fait de l'électricité. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et avant de développer un peu plus loin, je vais me raccrocher à vos compétences et à vos connaissances. On a parlé du corps humain, j'aime bien cet exemple, mais j'ai travaillé un tout petit peu dans le bâtiment et je vois un peu comment on fabrique un immeuble, par exemple, et il y a un lot dans la fabrication d'un immeuble qui s'appelle les fluides. Et dans les fluides, on a la climatisation, par exemple, on a le chauffage, et puis on a l'eau, et parfois même on considère que l'électricité peut être un fluide, parce que c'est un flux. C'est pas un fluide, c'est un flux. Mais c'est le lot des flux, quoi. Dans un bâtiment, il y a de l'eau qui circule, de l'air froid, de l'air chaud, du courant électrique. C'est le même lot. C'est les flux, c'est les fluides. C'est la même catégorisation. D'accord ? En tant qu'usager, pas du tout la même chose de se mettre sous la douche pour avoir de l'eau ou mettre les doigts dans la prise. Je caricature un peu. Mais ce n'est pas le même usage. Vous voyez que les flux, en fonction de leurs caractéristiques, n'ont pas le même effet sur l'usage, sur le service rendu. Et plus intéressant, vous êtes des architectes, donc vous allez devoir rendre un service optimisé, soit à votre maître d'œuvre, soit au commanditaire, soit au client, ça dépend qui vous avez en face de vous. Vous allez devoir faire en sorte qu'il n'ait pas trop chaud l'été, pas trop froid l'hiver, qu'il ait accès à l'eau au robinet quand il veut. On va oublier l'électricité pour l'instant, mais il faut que vous rendiez un service de flux, quoi. Il faut que tous les flux soient fonctionnels. Si vous avez un problème avec un des flux, l'eau par exemple, est-ce que vous allez vous demander si en réparant la clim, ça va mieux marcher ? Pas du tout. Vous avez une même catégorie de services rendus, mais si vous essayez de rendre un service qui est rendu normalement par l'un d'eux grâce à un autre, ça ne va pas marcher du tout. Ça ne va pas marcher du tout. Parce que bien que ce soit la même famille, vous comprenez que ça fonctionne différemment et qu'il n'y a pas les mêmes conditions d'usage et les mêmes conditions de fourniture. On a ce problème de catégorisation, à mon sens, avec les ENS. On dit, voilà, c'est la grande famille de l'électricité pour nos sociétés. Mais ça ne fonctionne pas du tout pareil en amont. D'accord ? Alors, je vais vous donner des exemples qui m'embarrassent beaucoup parce que c'est ce sur quoi, aujourd'hui, s'appuie l'ambition de transition énergétique. Quand j'ai demandé aux graphistes de réaliser cette image, elle nous paraît évidente. C'est bien le même usage, c'est bien des trucs qui se substituent potentiellement. Si on a un problème, si on veut plus utiliser les centrales thermiques, on met un des 3 autres trucs en dessous à la place. D'accord ? Sauf que on commence à en douter que ça soit possible là. Mais c'est pourtant sur cette certitude, sur ce présupposé ad hoc, que toute la conceptualisation de la transition énergétique se fonde. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, George C. King, qui publie en 2017 Physics of Energy Sources, vraiment les sources, et dans lesquelles il range les combustibles fossiles, l'énergie solaire, les biocarburants, l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire, l'énergie des vagues et des marées, l'énergie hydroélectrique et l'énergie géothermique. Le livre commence, l'introduction c'est celle-ci. Toutes les énergies sont pareilles. Et ensuite, c'est la description de chaque fonctionnement de convertisseur de telle ou telle énergie en telle autre, en électricité, avec le présupposé qui est en permanence réénoncé, c'est-à-dire que si on a un problème avec l'une, on remplace avec l'autre. Voilà comment le voir autrement.
à mon sens, cet énoncé. On va avancer. On l'a dit tout à l'heure, ça, ce sont des sources. On peut puiser dedans, ça fait de la chaleur, on a de la sidérurgie, et on a des convertisseurs, et à la fin, on a de l'électricité. On voudrait mettre du vent à la place, on voudrait mettre du soleil ou des atomes d'uranium à la place. Simplement, là, on voit bien, on l'a dit tout à l'heure, que ça ne permet pas de faire de sidérurgie. On ne fait pas fondre de l'acier avec du vent, du soleil, etc. Ça ne fait pas de sidérurgie. Vous avez donc deux topologies pour obtenir le même service, qui est l'électricité, deux topologies qui sont totalement différentes, deux chemins causaux. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début, la cause précède toujours l'effet. Ici, vous avez un cheminement causal qui, quand on parle de matière organique sous forme d'hydrocarbures et quand on parle d'énergie auxiliaire, n'est pas du tout le même. N'est pas du tout le même et n'est pas du tout comparable même. Un chemin causal ici, un autre ici. Je passe rapidement sur cette synthèse. Et vous voyez que les traits pointillés posent problème. Parce que si on veut entretenir, mettons, alors on va passer à un point supplémentaire d'argumentation, une éolienne ou une centrale nucléaire ou un panneau photovoltaïque, ça s'use, ça casse. Dans une éolienne, il y a des boîtes de vitesse. Il faut lubrifier régulièrement, il y a des pignons qui peuvent casser. Les panneaux photovoltaïques ont un rendement qui décroît avec le temps. La chimie des panneaux photovoltaïques se dégrade. Les centrales nucléaires, je ne vous fais pas un dessin, on est bien au courant depuis quelques années en France avec les difficultés de corrosion. Oui, c'est bien ça. Ça s'abîme et ça s'abîme vite. Ça s'abîme beaucoup plus vite qu'on le craint et qu'on le pense généralement. Donc on va y revenir, mais on voit bien que si on veut réparer ces machines-là, on va avoir du mal à aller chercher l'énergie pour réparer dans les pointillés où qu'ils se trouvent. On va avoir besoin des flèches pleines et qui vont chercher dans la sidérurgie, c'est-à-dire dans la source de chaleur. Mais je vais y revenir. Je vais vous donner un autre exemple d'assimilation des énergies en une seule entité. Ici, vous avez cet exemple, j'y tiens parce que c'est Jay Forrester qui est un des... alors, si je veux quand même vous poser une question, qui dans la salle connaît le rapport Meadows? Levez la main. C'est pas mal, peut mieux faire. Il faudra que vous lisiez le rapport au Club de Rome, donc le rapport dit Meadows, qui, dans les années 70, en 72, a été publié en 72. C'est un rapport qui, et on va y venir en fin de conférence, c'est un rapport qui a été commandité par diverses entités, des industriels, des philanthropes, des mécènes. Un rapport qui a été commandé à certains chercheurs du MIT, et on leur a posé la question. Bon, on voit bien que l'énergie, ça pose problème, que l'écologie, c'est pas toujours... on ne fait pas que des choses bien, en 70, et en même temps, on a grand besoin de croissance. Est-ce que vous pourriez nous dire, avec les modèles économiques qu'on a aujourd'hui, ce que nos sociétés vont devenir? Et divers chercheurs, dont Jay Forrester, ont mis des tas de paramètres dans un modèle informatique qui s'appelle World3. C'est un modèle, on va dire, un des premiers modèles vraiment systémiques dans lequel on mettait des paramètres et qui faisait travailler les différents paramètres ensemble pour obtenir des courbes, des trajectoires. Donc il y avait la démographie, les ressources non renouvelables, le PIB, les services industriels, l'alimentation, pour les paramètres principaux, mais qui étaient subdivisés en quantité de sous-paramètres qu'on faisait rentrer dans le logiciel faisait ses calculs et on avait des trajectoires. Je vous spoil la fin. Les deux scénarios principaux qui ont été retenus comme étant les plus crédibles, c'est-à-dire fondés sur une sorte de business as usual, on ne change pas les politiques économiques grosso modo, indiquaient un possible, ce qu'on appelle aujourd'hui effondrement, mais le mot est utilisé à l'époque, un effondrement des sociétés thermo-industrielles à partir de la décennie 2030 ou 2040. Voilà, une courbe en cloche que je vous montrerai à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, je ne vous fais pas l'histoire du rapport au Club de Rome, mais ce rapport a été glissé sous le tapis après pas mal d'années de conflits ouverts entre les économistes néoclassiques, les idéologues libéraux, qui voulaient ne pas du tout admettre la possibilité d'un frein à la croissance. Bon, voilà, ça a duré quelques années, puis le débat
comment dire, a quasiment disparu, surtout en Europe et particulièrement en France, où on n'a quasiment pas entendu parler de ce rapport. On a plus entendu parler de ce rapport dans l'URSS de l'époque qu'en France. Paradoxal, mais c'est vrai. Et voilà, ce rapport est intéressant, j'y viens. Parce qu'aujourd'hui, il revient au goût du jour, parce qu'il a été plutôt bon dans ses prédictions. Pas parler de prédiction, mais dans son anticipation. Quand on a regardé le déroulement des événements depuis les années 70 jusqu'au début du XXIe siècle, on a constaté que c'était un scénario, les scénarios qui anticipaient un effondrement étaient plutôt en phase avec la réalité. J'en reviens à Jesse Forrester, qui est un des auteurs, qui a particulièrement travaillé sur le logiciel. Et dans un livre de 1989, il étudie le système énergétique des îles Cyclades en Grèce. Et il fait des diagrammes comme ça, où il place les différentes énergies à gauche, et puis l'énergie provenant du vent que vous avez là au bout de la flèche. Simplement, il fait comme King tout à l'heure, il dit que toutes les énergies, là, c'est des sources, et qu'il suffit de les faire entrer dans le système, et ça marche. Alors, pour lui, toutes les énergies sont équivalentes, ce sont des flux. Il fait rentrer dans son modèle, et ça donne un service rendu à la fin. Première chose, de manière générale, l'implication des énergies renouvelables dans les réseaux des Cyclades améliore plus ou moins l'économie de la production d'énergie. C'est-à-dire que dans son étude, l'énergie auxiliaire qu'est le vent, n'a pas du tout pour but de se substituer aux autres énergies, mais plutôt de rendre service. Pas de réduction des émissions de CO2, pas de substitution au sens strict, ça vient compléter le mix. Et c'est précisé, et là je vous le lis parce que c'est trop petit, mais ici, c'est écrit « Available capacity of renewables », vous me passerez l'accent, je suis vraiment désolé, « for peak coverage ». C'est-à-dire que les énergies renouvelables sont utilisées pour assurer l'approvisionnement en énergie quand il y a des pics de demande. Pas du tout pour réduire la demande. Certes, c'est un livre qui est ancien, et c'est pour ça que je le cite, c'est pour vous montrer d'où vient l'idée de transition énergétique et quels sont les sous-jacents. Historiquement, on n'a pas uniquement pensé la substitution, on a surtout pensé l'ajout. Et on l'a fait d'ailleurs. Mais on l'a fait aussi parce qu'il a été pensé. Les éoliennes, aujourd'hui, on sait bien que ça ne fait que s'ajouter. Je vous renvoie vers les travaux de Jean-Baptiste Fressoz. Ça ne fait que s'ajouter, mais ça a été pensé comme ça, l'essentiel du temps. Ici, pour vous dire à quel point on pense équivalence des énergies tout le temps. On est convaincu que les atomes d'uranium, c'est l'équivalent. On en est tellement convaincu qu'on fait des schémas qui nous paraissent évidents. « 100 grammes d'uranium, sur le plan strictement énergétique, c'est égal, vous avez bien le signe égal, à 600 kg de gaz, à 1 tonne de pétrole, 1 tonne 5 de charbon, 2 tonnes 5 de bois. C'est égal. Maintenant, on a vu tout à l'heure que si vous essayez de faire brûler des atomes d'uranium, vous n'y arriverez pas. C'est pas du tout le même usage. Donc moi, j'ai caricaturé un petit peu cette image, ce graphique, cette illustration. Beaucoup de vent, c'est aussi possiblement égal à 600 kg de gaz, etc., etc. Beaucoup de soleil, pareil, c'est égal. Sur le plan énergétique, c'est égal. Et puis de toute façon, on sait bien que l'énergie, elle est toujours convertible. On peut, théoriquement, avec toutes les énergies, on peut faire toutes les autres. Sauf que là encore, cette illustration est fausse. Il n'y a pas de signe égal fonctionnellement dans l'usage des différentes énergies. Encore une fois, vous ne pourrez pas utiliser directement une énergie auxiliaire. Vous ne pourrez absolument rien en faire. Alors que... Mais vraiment, c'est vertigineux parce que, bien sûr, alors je vais préciser quelque chose. Bien sûr qu'aujourd'hui, le pétrole est très très difficile à aller chercher, au fond des océans, etc. Bien sûr que le charbon, les mineurs de France et du monde entier savent très bien à quel point il est difficile à aller chercher. Le gaz, c'est pareil. Autrefois, il suintait directement du sol et on craquait des allumettes et vraiment, ça brûlait. Voilà. C'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, il faut pomper tout ça. C'est vrai. Bien sûr qu'aujourd'hui, il faut des machines pour aller chercher tous ces éléments, toutes ces sources-là. Mais ça reste des sources.
dans le sens que c'est grâce à ces sources-là qu'on a fabriqué les machines pour aller les chercher. Retenez bien ça. C'est grâce au charbon, au pétrole et au gaz qu'on a fabriqué les pipelines, les pompes, les foreuses pour aller chercher le pétrole, les chariots pour aller au fond de la mine et les détendeurs pour aller chercher en sécurité le gaz sous le sol, etc. et les plateformes. C'est grâce à ces énergies dans lesquelles on a puisé qu'on a pu fabriquer tous les moyens pour aller chercher ces énergies. D'accord ? Vous ne fabriquerez jamais une éolienne avec du vent. Vous voyez cette différence qualitative ? Ah, je ne l'ai pas encore dit. C'est une différence qualitative entre des choses qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés. D'accord ? J'insiste encore pour vous dire à quel point on est imprégné de cette assimilation qualitative de choses qui n'ont pas la même qualité. Ici, vous avez le rapport État de l'énergie au Québec 2023. Ça s'appelle un diagramme de Sankey. Vous n'avez pas besoin de voir de près les détails, je vais vous les énoncer. Au Québec, vous avez de l'énergie qui est produite. Alors, encore un mot de vocabulaire qu'il va falloir débunker. Personne, ni rien du tout, n'a jamais produit d'énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui est là ou pas là, qui est ce qui permet à tout d'être, d'exister et de se changer, y compris l'univers. Voilà, l'univers est une structure qui dissipe de l'énergie en tant que telle, mais rien ne fabrique l'énergie, rien ne produit l'énergie. Par contre, dans toute la littérature et dans tout le débat sur l'énergie, on va vous dire on va produire de l'énergie. Et c'est écrit là, le Québec produit son énergie. Pas du tout. Le Québec va chercher de l'énergie dans le milieu, là où il y en a. C'est pas du tout la même chose. C'est pas le même imaginaire, parce que produire, ça veut dire qu'on est tout puissant et qu'il suffit de penser, de mettre en œuvre, on fait appel à des ingénieurs et on a un service parce qu'on a pu le penser et développer des techniques pour. C'est vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre puissance d'action, c'est pas la même chose de se dire je vais chercher de l'énergie là où il y en a, ou je vais produire de l'énergie. On préfère dire qu'on va produire de l'énergie parce qu'on se remet au début de la cause des événements, artificiellement. C'est plus rassurant, mais c'est faux. Ici donc, toutes les sources d'énergie, entre guillemets, sont au même niveau. Donc l'énergie du vent, l'énergie hydroélectrique, le gaz naturel, le pétrole, le charbon, etc. C'est la même famille, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est même écrit dans le rapport. Les sources d'énergie dites primaires correspondent à l'ensemble des ressources brutes du milieu naturel qui sont exploitées, par exemple, même famille, pétrole brut, gaz naturel, biomasse, vent, soleil, eau courante, avant toute transformation. Donc on a décidé, voilà, c'est la même famille. Les énergies primaires sont parfois remplaçables. Je ne sais pas comment vous... C'est extrêmement précis. On part d'un présupposé ad hoc. Toutes les énergies, c'est la même chose. Et on dit, c'est évident, ça se remplace. Les énergies primaires sont parfois remplaçables dans la mesure où elles permettent à l'utilisateur de satisfaire ses besoins. Cette phrase est vertigineuse elle aussi, parce que c'est même pas parce qu'elles ont les qualités d'être remplacées qu'elles peuvent être remplaçables. C'est juste parce qu'on en a besoin. C'est comme ça que c'est écrit. À partir du moment où on veut satisfaire un besoin, c'est pareil si ça vient du vent ou du charbon. Je ne sais pas comment ça peut être plus explicite. Nous en revenons donc à notre diagramme de Sankey. Les énergies auxiliaires et les sources d'énergie sont au même endroit. Il y a des transformations, vous avez vu apparaître le petit trait dans la société. Il y a consommation et le système a une plus ou moins grande efficacité. Il y a de l'énergie perdue et de l'énergie utile. Voilà, le diagramme fait cette description globale du fonctionnement de l'énergie, de l'industrie, des sociétés au Québec. Vous avez vu ma grande flèche tout en haut, c'est absolument linéaire de la gauche vers la droite. Il n'y a aucune boucle qui repart en arrière pour, je sais pas moi, par exemple, remplacer un truc qui ne marche plus, réparer une éolienne, une centrale nucléaire ou quoi, ou un barrage hydroélectrique, puisque au Québec, c'est évidemment un approvisionnement énergétique majeur. Et donc, on a un souci parce que les énergies auxiliaires, là, il faut quand même entretenir les barrages, les éoliennes, etc. Mais on n'a pas cette boucle, cette flèche qui va vers l'arrière pour savoir dans quoi on puise l'énergie, dans quelle énergie on puise pour se donner les moyens de réparer les machines qui vont s'user. Donc on ne fait pas le lien. Le problème avec ce type de travail, c'est que c'est les politiques qui les lisent.
les industriels, les décideurs et le grand public. Et comme il n'y a pas tous les éléments du système réel, les décideurs, les industriels, les grands publics prennent des décisions erronées nécessairement, puisqu'ils n'ont pas tous les éléments en main. Donc là, on n'a pas le lien entre l'efficacité du système et la possibilité du système à s'entretenir lui-même. Pire encore, il n'y a pas du tout, écrit nulle part, de processus industriel qui réussirait à fonctionner sans véritable source d'énergie. On ne sait pas comment faire fonctionner une industrie avec l'énergie auxiliaire, les énergies auxiliaires. Vous voyez qu'il y a moins de choses quand on enlève les énergies thermiques. Il y a beaucoup moins de flèches. Négawatt. Négawatt, c'est un des principaux scénarios français qui table beaucoup sur la sobriété. Donc il faut lui reconnaître ça. C'est-à-dire que l'ambition, c'est des scénarios quasiment 100% énergie renouvelable. Négawatt ne parle pas de nucléaire ou évite autant que possible d'injecter du nucléaire dans la transition. Donc Négawatt table sur les énergies renouvelables et la sobriété. Ici, vous avez quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je ne sais pas si vous voyez apparaître la flèche, la chaleur. Et vous voyez que la chaleur, elle est à l'extrémité droite du diagramme. C'est une production. En réalité, la chaleur, elle est là. La source de chaleur, c'est les hydrocarbures que vous voyez là. Il n'y a pas de source de chaleur dans les atomes radioactifs, il n'y a pas de source de chaleur dans le vent, on l'a déjà dit. Donc ce qui est intéressant, c'est que ici vous avez la chaleur qui arrive à la fin de tout le processus, alors qu'en fait elle en est au départ. Vous ne pouvez pas initier et entretenir un processus industriel quelconque sans avoir de la chaleur au départ. Donc si on s'en tient à la chaleur qui est à la fin du système industriel, il manque toutes les étapes calorifiques. Donc le schéma est grossièrement biaisé ici. On n'a pas de chaleur au départ, on fait comme si on n'en avait pas besoin. On remet toutes les énergies dans la même famille, même si elles n'en font pas partie. Et alors là, vous aviez le graphique pour l'année 2019. Et vous avez le programme, le projet, l'ambition pour 2050. Et c'est un peu magique, c'est-à-dire qu'on a supprimé tous les hydrocarbures, on a supprimé les centrales thermonucléaires, les centrales nucléaires, et on a fait croître de beaucoup les énergies renouvelables. Voilà. Dans l'ensemble, on produit moins de térawattheures parce qu'on a parié sur la sobriété pour l'optimisation de l'usage de nos besoins, une moindre consommation d'énergie, etc. Et vous voyez que la chaleur est toujours toute seule à droite, et il n'y en a plus besoin. C'est-à-dire que là, on a un processus industriel magique, où la chaleur qui est en bout de chaîne est censée satisfaire les besoins en chaleur pour fabriquer les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, etc. Voilà, ici, il n'y a pas de chaleur. Voilà, donc, j'espère que vous aurez des questions à la fin. Comment on a pu, malgré tout, croire que les ENS, donc les énergies dites de substitution, pouvaient remplacer les centrales thermiques? On a ajouté un autre problème au problème. Donc là, je vais vous citer Jean-Baptiste Fressoz, qui, dans un article qui s'intitule « La transition énergétique de l'utopie atomique au déni climatique », États-Unis 1945-1980, décrit, entre autres choses, ce sur quoi s'appuie la conceptualisation de la substitution, c'est-à-dire on remplace. Et cette conceptualisation de la substitution s'appuie sur une fonction logistique. Je vais vous lire Jean-Baptiste Fressoz. Dans les années 60, deux physiciens, John Fisher et Henry Pry, étudient les dynamiques de substitution technologique en utilisant des fonctions logistiques. Les nouvelles techniques remplacent les anciennes selon une courbe en S. Cela vaut pour les systèmes d'armement, pour certains procédés industriels, et cela pourrait aussi fonctionner pour les énergies primaires. Quand on a
j'ai à peu près le double de votre âge. Vous avez vécu quasi la totalité de votre vie avec des smartphones. Le remplacement technologique des smartphones, d'après l'essentiel de la recherche sur le sujet, mais ça touche aussi l'évolution des produits sanitaires. Enfin, c'est un peu quelque chose qui revient en permanence dans l'économie, dans l'industrie du remplacement technologique. Eh bien, quand un nouveau produit arrive sur le marché, il suit une courbe en S, il met d'abord un peu de temps à se mettre en place, puis il y a une forte accélération, et ensuite il a conquis le marché, et il a son niveau de vente classique, il a remplacé le modèle précédent, que ce soit un frigo, un smartphone, n'importe quoi. Donc, la fonction logistique, c'est ce qui permet, c'est ce sur quoi s'appuient les prescripteurs de la transition énergétique pour dire, mais oui, bien sûr, les éoliennes, les centrales nucléaires, ça va remplacer les centrales thermiques, puisque les technologies, on voit bien qu'elles se remplacent les unes les autres. On a même une courbe mathématique qui décrit la vitesse de remplacement et comment ça se passe, quelle accélération, à partir de quand ça se stabilise, etc. Vous voyez le raisonnement à rebours. On voit que les technologies se remplacent. On sait que ça se passe de cette façon-là. Donc, les éoliennes vont remplacer les centrales thermiques. Mais c'est parce que le présupposé qu'on a vu tout à l'heure est que le service rendu par les éoliennes serait le même que celui des centrales thermiques. Le smartphone de nouvelle génération rend à peu près le même service que le précédent, donc il peut le remplacer. Là, il y a une logique. Là, c'est cohérent. Mais pour une éolienne, je ne suis pas certain. Bon, je peux lire encore... on avance assez vite, donc on aura beaucoup de temps pour discuter, c'est bien. Je peux lire encore Jean-Baptiste Fressoz. Les experts contemporains de la transition attendent toujours avec anxiété ou réconfort le redressement de la courbe en S, de l'éolien et du solaire, comme s'il équivalait à la disparition des fossiles. L'hypothèse de la substitution logistique, donc cette fonction logistique, est toujours là, explicite ou implicite. Or, c'est précisément cette hypothèse qui est historiquement problématique. Considérer les énergies à l'instar des techniques comme des entités distinctes et en compétition, alors qu'elles entrent autant en symbiose qu'en concurrence. Et voilà. Le terme symbiose est important. On parlera de renforcement synergique des énergies tout à l'heure. Jean-Baptiste Fressoz parle de symbiose des énergies. Forester, tout à l'heure, disait que les éoliennes allaient aider à satisfaire les besoins quand il y a des pics de demande. C'est une symbiose, c'est-à-dire que le système énergétique global va se servir de tout ce qu'il a sous la main pour satisfaire les besoins des clients ou des usagers. Est-ce que ça va jusque-là? Ça va? Je fais une toute petite pause. Retenez bien les questions si vous avez des questions techniques. On va rentrer encore dans un niveau de détail un peu plus grand et on s'allégera un peu plus tard. Mais j'ai besoin d'avancer encore conceptuellement. Puis voilà, vous êtes en archi, je sais que vous avez besoin de comprendre la logique des choses. Un système isolé, c'est un objet de pensée. Ça n'existe pas. Retenez ça, un système isolé, dans l'absolu, ça n'existe pas. Un système isolé, c'est un système dans lequel on considère qu'il ne rentre aucune énergie et aucune matière. Voilà, donc c'est un objet imaginaire. Vous vous souvenez de la transition énergétique? La transition énergétique, c'est ça. On veut faire ça. Produire de l'électricité. On parle d'électrification des sociétés. Avec ces machines-là, ces convertisseurs, à partir de ces ressources-là, qu'on sait être des sources, pas des sources, des énergies auxiliaires. On a vu donc que tout ça ne faisait pas de sidérurgie, mais vous voyez que là, le schéma a changé un petit peu. Regardez bien à droite. On dit que après les convertisseurs, après les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires, on va faire de la sidérurgie. On va faire de l'industrie avec l'électricité que ces machines génèrent. D'accord ? Donc on est bien d'accord que c'est causalement à droite pour vous. Hein. On a du vent dans l'environnement, du soleil, des atomes. Tout ça traverse des convertisseurs, génère de l'électricité, et on va essayer, avec cette électricité, de faire de l'industrie pour réparer les machines qui vont s'user, qui vont se dégrader.
je pense qu'on a là un système isolé. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure, un système isolé, c'est un système dans lequel il ne rentre pas d'énergie et pas de matière. À mon sens, ici, il ne rentre pas d'énergie. Je sais que c'est subtil, mais il ne rentre pas d'énergie dans le système industriel. Il ne rentre pas d'énergie provenant du vent, du soleil ou des atomes. Dans le système industriel, il ne rentre que de l'électricité, ici. Vous êtes d'accord ? Donc le système industriel qui produit de la chaleur grâce à l'électricité est lui-même isolé du vent, des rayons du soleil et des atomes. Qu'est-ce que ça veut dire, un système isolé dans lequel on va chercher de l'énergie à l'intérieur pour réparer ce même système? C'est une question qui a été résolue par la physique, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Je vais reprendre l'image de votre corps. Quelqu'un de très très malveillant, pas moi du coup, mais quelqu'un de très très malveillant vous interdit de manger pendant un temps trop long. Votre corps va avoir besoin de fonctionner. En lui interdisant de manger, votre corps devient un système imaginaire isolé. Il n'y a plus d'énergie qui rentre à l'intérieur. D'accord ? Votre corps va malgré tout avoir besoin de fonctionner. Il sait le faire et il va le faire. Il va consommer ses propres ressources énergétiques à l'intérieur de lui-même. La graisse en premier, après les réserves de sucre, le sucre, la graisse, je crois plutôt dans l'ordre, et après les cellules qui ne sont pas vitales, les muscles, et puis au fil des jours, vous allez perdre de la masse. Votre corps va consommer son énergie interne. Il va se dégrader. Lorsqu'un système, une structure dissipative est isolée et qu'elle consomme son énergie interne, son fonctionnement se dégrade. C'est quelque chose qui a été démontré par Prigogine et Glanzdorf dans les années, en 1971, pas dans les années, en 1971. On dit que Prigogine est l'auteur, le créateur de l'idée de structure dissipative. Et la notion de système isolé existait depuis bien plus longtemps. Les systèmes isolés, quand bien même les structures seraient dissipatives, c'est-à-dire capables d'acquérir des propriétés comme vous et moi, et comme les systèmes industriels, quand bien même ces infrastructures seraient capables de s'auto-organiser grâce à de l'énergie, si elles sont isolées de leur source d'énergie, elles dépérissent. Elles se dégradent, elles se désorganisent. J'espère que la métaphore de votre corps convient, parce que c'est exactement la même chose pour les sociétés thermo-industrielles. S'il n'y a pas de source d'énergie externe au système qui traverse le système, et si le système est condamné à ne puiser que dans son énergie interne pour se faire fonctionner, son fonctionnement va se dégrader. Son état va se dégrader, son ordre, son organisation vont se dégrader. On répond souvent à ce que je viens de dire, que d'accord, on ne peut pas faire des éoliennes avec des éoliennes, on ne peut pas faire des panneaux photovoltaïques avec des panneaux photovoltaïques et des centrales nucléaires avec des centrales nucléaires, donc on peut les faire les uns avec les autres. On peut faire, je sais pas moi, réparer des éoliennes ou fabriquer des éoliennes avec l'énergie qui sort d'une centrale nucléaire ou des éoliennes avec d'autres éoliennes. Souvent, on propose de faire un parc d'éoliennes et puis X% d'éoliennes en plus qu'on garde sous la main pour avoir de l'énergie en plus pour les besoins de la réparation des premières éoliennes quand elles seront cassées. Mais ça ne change rien au problème en fait. Vous pouvez faire autant de systèmes énergétiques que vous voulez, autant de NS que vous voulez, et avoir autant de doublons et une marge de manœuvre au départ. De toute façon, votre système est isolé d'une source d'énergie. Comme on ne peut pas fabriquer une éolienne avec du vent, vous allez devoir fabriquer une éolienne avec l'électricité qui sort de cette éolienne, donc l'énergie interne au système, et elle va se dégrader, cette énergie. Chaque fois que vous allez la convertir, faire de la chaleur pour faire des processus industriels, sa qualité va se dégrader. Donc, comme votre corps privé de nourriture, le système va se dégrader, même si vous couplez tous les systèmes les uns avec les autres. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on a. Ça, c'est le schéma
du mix énergétique d'aujourd'hui. On a effectivement de l'industrie qui provient de l'électricité faite par des éoliennes ou des centrales nucléaires. C'est vrai, c'est bien sûr que l'électricité fait de la sidérurgie. Sauf que causalement, encore une fois, pour entretenir les éoliennes et les convertisseurs, là, eh bien, la source, ça reste les hydrocarbures. Et c'est ça notre souci. La transition énergétique voudrait nous faire passer des hydrocarbures qu'on ne veut plus aux énergies auxiliaires, mais on se retrouve avec un système isolé qui ne peut être ouvert que sur de véritables sources d'énergie. Je redis ce que j'ai dit au tout début. La seule source d'énergie des sociétés humaines, des humains en général, c'est la matière organique. Soit l'alimentation, soit les hydrocarbures ou la biomasse. Je suis désolé parce qu'il faut qu'on s'en passe. La nourriture, non. Mais il faut qu'on se passe des hydrocarbures. Mais c'est les seuls trucs dans lesquels on peut puiser pour obtenir des services. Dans tout le reste, on ne peut pas puiser. Un système isolé, aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Les prescripteurs de la transition énergétique disent « Mais regardez, en Australie méridionale, ça se passe tellement bien, l'implantation des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, ça se passe tellement bien. Et alors au Texas, je ne vous raconte même pas, ça se passe tellement bien que vraiment la transition, on va la faire dans les 10 ans qui viennent. » Le problème, c'est que l'Australie méridionale, avec ses éoliennes et ses panneaux photovoltaïques, ou le Texas qui est constellé d'éoliennes, eh ben, tous ces systèmes qu'on isole par la pensée et on se dit ça va marcher là, en fait, pour l'instant, ils sont complètement traversés par les flux d'énergie mondialisés qui sont à 80% des flux d'hydrocarbures. Par la pensée, on peut se dire l'Australie méridionale, c'est bon, elle est autonome en énergie. Sauf que dans la réalité, l'Australie est un exportateur net extrêmement grand de charbon. Son économie est alimentée par du charbon et ici ou là, elle fait une transition. Mais elle ne fait pas tourner toute son économie sur la transition, pas du tout. Le système qu'on espère pouvoir isoler de transition énergétique est totalement nourri, alimenté par une mondialisation à 80% fondée par les hydrocarbures. Ça, c'est la même image, mais version CO2. Ça, c'est les échanges de CO2 sur la planète. Où est-ce que vous voyez que les éoliennes n'émettent pas de CO2 là-dedans? Il faudrait que les éoliennes ou les centrales nucléaires, peu importe, puissent totalement s'affranchir de toute valeur économique qui les produit ou qui les répare, qui serait issue d'un monde carboné. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui à 0%. Il n'y a aucun processus industriel qui soit uniquement, causalement, fait à partir du vent, du rayonnement électromagnétique ou des atomes d'uranium. Je vais regarder l'heure parce que je ne vois peut-être pas le temps passer. On a du temps. Feynman, encore lui, dit « Pour qu'une technologie réussisse, la réalité doit précéder sur les relations publiques, car la nature ne peut pas être dupée. » George Box dit « Tous les modèles sont faux, certains sont utiles. » Un autre élément du débat, c'est quelque chose qui est très conceptuel et sur lesquels se fondent les modèles, justement, et la communication. C'est pour ça que j'ai cité Feynman et Box. Aujourd'hui, on dit il n'y a pas de problème de système isolé, parce que si on a un suffisamment bon taux de retour énergétique, on peut pérenniser les ENS. Alors, je m'explique. Un taux de retour énergétique, c'est le ratio entre l'énergie qu'on investit pour obtenir de l'énergie et l'énergie qu'on obtient en retour. Un taux de retour énergétique. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, quand on investissait 1 baril de pétrole dans l'industrie du pétrole, on en récupérait 100. C'était fantastique. Donc la rentabilité était très grande.
Et puis, au fil du temps, il faut fabriquer plus de plateformes, il faut aller creuser plus profond, faire des pipelines plus complexes, etc. Donc, l'énergie qu'on investit, il en faut de plus en plus par rapport à celle qu'on récupère. Donc, le taux de retour énergétique a tendance naturellement à décroître. Et le taux de retour énergétique, c'est quelque chose qu'on calcule de multiples façons. On peut calculer à plusieurs endroits dans la société, mais ça reste la différence entre l'énergie investie et l'énergie qu'on a en retour. Et donc, on se dit, c'est pas un problème, les éoliennes, la réparation des éoliennes, ou même la fabrication des prochaines éoliennes pour remplacer les ENS en général, parce que si ça produit X d'énergie et qu'on prend de cette énergie-là un peu et qu'en la réinvestissant dans la production d'énergie, on obtient plus, ça va. Est-ce que je suis clair? On prend, je ne sais pas moi, une unité de production des ENS, une petite unité, et on la compare avec ce que produisent globalement les ENS, et on dit, ben ça va, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup puisque la production est suffisamment grande. Le taux de retour énergétique est bon. On peut le dire autrement, une éolienne, ça peut produire au cours de sa vie beaucoup d'énergie, suffisamment pour alimenter X nombre de foyers et fabriquer X nombre d'éoliennes. Voilà, c'est une autre façon de dire que le taux de retour énergétique est bon. Et les modèles, et j'en ai encore lu un ce matin, disent la transition énergétique est possible puisque le taux de retour énergétique des ENS est suffisamment bon. D'accord. Mais le taux de retour énergétique, il est là. Il est le ratio entre de l'énergie interne au système et de l'énergie interne. C'est-à-dire que le taux de retour énergétique est trompeur. Il part du principe qu'on a de l'énergie, qu'on l'utilise pour aller chercher de l'énergie, et qu'en allant chercher de l'énergie, on en récupère plus, donc c'est bon. Sauf qu'il part du principe que l'énergie au départ est acquise, alors qu'elle ne l'est pas. Parce que quand on va puiser de l'énergie dans une production d'énergie, on la ponctionne. Quand on prend de l'énergie au fonctionnement d'une éolienne, alors je vais vous donner un autre exemple. Vous avez un vélo. Il fait jour, c'est le soir. Alors, je suis un peu plus vieux, je suis désolé. Vous avez des vélos avec des lumières électriques, avec des piles ou des batteries, la plupart du temps, je pense. Vous ne connaissez pas la dynamo. Qui connaît la dynamo? Ça va. Très bien, je suis rassuré. Bon, c'est le soir, vous avez votre dynamo, vous n'avez pas encore besoin d'allumer la lumière, mais la nuit tombe, donc vous allez enclencher votre dynamo sur la roue pour avoir de la lumière, de l'éclairage. Et bien vous allez devoir forcer plus. Parce que produire de l'énergie à partir de votre force musculaire consomme de votre force musculaire. Ça ralentit le vélo, et vous allez voir que la dynamo, si vous roulez longtemps, elle est chaude. Elle a dissipé toute l'énergie mécanique que vous avez fournie. Elle est chaude et elle aura produit beaucoup plus de chaleur que de lumière et elle aura éclairé un peu la route devant vous. Quand vous essayez de prendre de l'énergie à un système isolé, vous ponctionnez cette énergie au système isolé. On peut le prendre sur le plan énergétique. Vous aurez plus faim après 20 km de vélo la nuit avec votre dynamo qu'après 20 km de vélo le jour sans dynamo. Vous avez ponctionné votre système en énergie. Obligatoirement. Donc même si votre vélo est très bon, qu'il a un bon rendement par exemple, ça rejoint le taux de retour énergétique, vous avez un meilleur taux de retour énergétique, on va dire l'énergie investie et le service rendu, ce rapport-là, sur un vélo de course en carbone par rapport à un vélo de ville ou un VTT. Voilà, votre taux de retour énergétique, c'est ça. Mais si vous ponctionnez plus sur votre énergie interne, eh ben, vous aurez juste dégradé plus l'énergie dont vous disposiez. Ce qui veut dire que, à mon sens, les études en taux de retour énergétique nous trompent. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bon taux de retour énergétique, il faut une source d'énergie en fait. Peu importe. Tout ce qui se passe en interne d'un système, tout ce qui est ponctionné à l'intérieur d'un système, de toute façon, va ralentir le système. Dernier point,
ça ralentit le système dès le début. Souvent, on dit la transition énergétique, c'est pas grave, on fait un kickstart, on fait X nombre de NS, et c'est stable pendant des centaines d'années, et puis effectivement, au bout d'un moment, voilà, le taux de retour énergétique baisse. Non. Dès la moindre panne, vous allez avoir un problème de ponction énergétique. Là, les centrales nucléaires en France, c'est zéro quand elles sont arrêtées. Zéro. Il n'y a pas d'énergie qui sort. Allez, j'ajoute un petit élément. Quand on n'a pas d'énergie qui sort d'une centrale nucléaire, on n'a pas du tout accès à l'énergie qui est dans les atomes d'uranium. Les hydrocarbures, quand les convertisseurs ne fonctionnent pas, quand les centrales thermiques ne fonctionnent pas, on a encore accès à la source. On peut l'avoir stocké quelque part. En France, on a 3 mois de stock de gaz qu'on met dans le sol. Ça veut dire que quand on en a besoin, on peut puiser dedans. C'est une source. C'est indépendant des convertisseurs. Alors que les atomes d'uranium, c'est totalement dépendant des convertisseurs pour avoir quoi que ce soit à la sortie. Bon. Voilà, je vais avancer et puis peut-être conclure et ouvrir à la discussion. Ce que j'appelle le renforcement synergique des énergies, c'est peut-être notre plus grand problème qui découle de toutes les illusions conceptuelles qu'on s'est faites jusque-là. Paradoxalement, c'est une hypothèse que j'ai posée en 2015 et qui tendrait à se vérifier malheureusement. Paradoxalement, en développant éoliennes, panneaux photovoltaïques et centrales nucléaires, déjà on voit que ça ne se substitue pas, mais on ralentirait même pas le rythme d'exploitation des hydrocarbures et peut-être même qu'on se donnerait les moyens d'exploiter encore plus les hydrocarbures. Je suis quelqu'un qui aime bien pousser jusqu'au bout les hypothèses les plus contrariantes. Il faut aller jusque-là, je pense, aujourd'hui. Il est possible que les ENS soient ponctuellement ou régulièrement utilisés pour favoriser la résilience des sociétés, exactement comme Forrester l'envisageait pour les îles Cyclades tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il y a un pic de demande et que ça ne peut pas être satisfait par les systèmes qui sont déjà là, on va aller chercher dans des énergies auxiliaires qui nous aident en plus. Et il est possible que, et c'est même presque programmé, au sens où c'est écrit dans le GIEC, dans les rapports du GIEC, les derniers, là, que les systèmes énergétiques doivent être résilients, c'est-à-dire qu'ils doivent éviter les ruptures d'approvisionnement. Et le problème, c'est qu'un système énergétique résilient, ce n'est pas un système énergétique de substitution. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser les ENS pour remplacer. Ça veut peut-être dire qu'on va utiliser les ENS pour aider. Voilà, donc le schéma que je vous montrais tout à l'heure. Si les ENS ne peuvent pas s'autonomiser, s'auto-engendrer grâce aux énergies auxiliaires, les seules sources d'énergie dans lesquelles on peut puiser pour satisfaire l'entretien de ces ENS, c'est les hydrocarbures. Ça veut dire que si les centrales nucléaires se dégradent trop et qu'on en a malgré tout besoin, la seule source dans laquelle on va puiser, c'est les hydrocarbures, et on risque d'avoir besoin de puiser dedans, d'autant plus que les centrales nucléaires se dégraderaient, ou les éoliennes. Moi-même, ça me contrarie de le dire. Plus les systèmes de transition énergétique seraient exigeants en maintenance, en stabilisation de leur fonctionnement, plus on aurait besoin de puiser dans les seules sources d'énergie qui nous permettent de les entretenir, qui ne sont pas le vent, les rayons électromagnétiques et les atomes. Plus on essayerait de faire ce truc qui est isolé, là, ou qui voudrait l'être, plus on aurait besoin de l'autre, dont on voudrait se passer. Quelques exemples, et je vais conclure et ouvrir la discussion. Ici, vous avez des panneaux solaires et un système de stockage en Australie. L'image parle d'elle-même. Clairement, ça sert à exploiter le pétrole. Et c'est comme ça que c'est revendiqué par les industriels du pétrole. Je pourrais vous lire des exemples. Sur les sites des industriels du pétrole, il est écrit que ça facilite la maintenance des systèmes de pompage, ça évite d'aller apporter du cuve de fuel à côté du moteur thermique pour alimenter la pompe, puisque l'électricité est produite sur place. Ça évite d'envoyer des hommes loin, par exemple, parce que ça coûte très cher pour faire la maintenance.
Ça permet aussi de déployer des plateformes d'exploitation des hydrocarbures dans des endroits plus difficiles d'accès. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus autonome, au moins pendant le temps que les panneaux photovoltaïques fonctionnent. Contrariant, ici en mer du Nord, vous avez le plus grand parc d'éoliennes offshore au monde, dont le seul usage est l'alimentation des plateformes pétrolières et gazières. C'est pas une vue de l'esprit. Cette question que je pose du renforcement synergique des énergies n'est pas qu'une vue de l'esprit ou un défi contrariant à l'écologie. C'est aussi une réalité sous certains aspects. Ici, il n'y a pas d'électricité pour le civil qui est produite. C'est de l'électricité pour faciliter l'approvisionnement en énergie des plateformes pétrolières. D'accord ? Alors ça, ce sont des projets plus spéculatifs. Vous avez ici une image d'artiste d'un SMR, un petit réacteur modulaire, PRM, qui, alors, il y a de nombreux débats. Est-ce que les petits réacteurs modulaires, c'est des technologies qui sont issues des sous-marins nucléaires et des bateaux nucléaires. Donc ça existe depuis très longtemps. La question, c'est de savoir si on peut les utiliser pour le civil. Alors il y en a qui fonctionnent en Chine, il y en a qui sont déjà utilisés en Russie, sur des plateformes pour alimenter des localités autour de la Sibérie. La question, c'est de savoir si c'est financièrement intéressant et technologiquement suffisamment fiable pour être développé. En France, on a des projets qui ont été lancés et soutenus par notre président. Donc ça pourrait très bien alimenter les villes. Ça pourrait très bien, si ça marche, servir pour le civil. Ce qui se passe aussi en parallèle, c'est qu'il y a un très fort lobbying, en particulier au Québec, pour développer ça dans l'objectif de faciliter l'exploitation des hydrocarbures dans la plaine de l'Alberta. Parce que la plaine de l'Alberta, elle est très étendue, il y a un grand besoin d'énergie sur place, sur site, parce qu'on ne peut pas tirer de lignes électriques et c'est très loin pour des approvisionnements en fioul. Donc on mettrait un petit réacteur modulaire sur place et ça permettrait de faciliter l'exploitation. Il y a un lobbying, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Ça veut dire qu'il y a une attente de la part des industriels de l'hydrocarbure. Ici, bon, voilà, c'est le plus grand parc solaire de Suisse, mais il alimentera quoi? Une raffinerie de pétrole. Bon. Quand Jean-Baptiste Fressoz parle de symbiose, il faut bien le voir comme une réalité industrielle. La symbiose énergétique, ça veut dire que, y compris pour optimiser l'exploitation des hydrocarbures, on va utiliser des énergies auxiliaires. Et on le fait déjà. Je l'ai dit dans le bouquin duquel j'extrais tous les éléments ce soir. Sur le site de Saudi Aramco, la société d'Arabie Saoudite, il est écrit, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais quand j'ai écrit le bouquin, il y a 2 ans, il était écrit en pleine page. Ça fait 40 ans qu'on utilise les énergies renouvelables pour optimiser l'exploitation des hydrocarbures. C'est écrit en pleine page sur leur site. C'est des technologies, c'est des choses qu'on découvre aujourd'hui, mais en fait, les industriels du pétrole le font depuis longtemps. C'est économique. Ici, vous avez ce qui s'appelle la récupération assistée de pétrole. C'est l'idée d'injecter de l'eau chaude dans des nappes de pétrole pour diluer le pétrole qui est plus visqueux, qui est plus coincé entre les grains de sable ou la roche. Donc on injecte de l'eau chaude et sous pression, ce qui permet de ressortir de l'eau chaude et du pétrole. On trie le tout, on réinjecte l'eau chaude et ça fait un cycle. L'ironie fait qu'on le fait avec de l'énergie solaire. Donc on chauffe l'eau avec de l'énergie dite verte, de l'énergie auxiliaire, donc qui porte très bien son nom. Elle est auxiliaire, ce n'est pas une source. Elle nous rend un service relatif, mais elle rend le service de permettre d'augmenter les capacités à sortir du pétrole du sol, à moindre coût. Et on ne le fait pas en consommant du pétrole, on le fait en consommant une énergie verte, dite verte. Très récent, un petit short sur Le Monde. Quelque chose en tout cas sur la chaîne YouTube Le Monde, je crois, où cette fois, donc c'est des technologies qui existent aussi, qui sont déjà déployées, on va aller chercher le carbone qu'il y a dans l'atmosphère et on envisage de le réinjecter dans le sol. Alors ce serait bien de le réinjecter dans le sol et de l'y laisser s'il pouvait y rester, ça éviterait qu'il réchauffe le climat. Simplement aujourd'hui, on le fait aussi pour avoir 10 à 25% de potentialité supplémentaire d'extraction de pétrole. Et possiblement, on va le faire avec des énergies aussi vertes que possible. On n'est pas dans une actualité où les industriels du pétrole
où nos sociétés réduisent la demande en hydrocarbures. Ce n'est pas l'actualité. A fortiori qu'il y a un contexte de crise économique et de crise de guerre qui exerce une pression sur l'exploitation de l'énergie, ce qui rejoint notre problème de départ. Si notre seule source d'énergie, c'est la matière organique, la pression qu'on va exercer, c'est sur la matière organique, sous forme alimentaire, de bois, de biomasse ou d'hydrocarbures. Aujourd'hui, les 3/4 de projets ou de systèmes de récupération de CO2 dans l'atmosphère servent à optimiser l'exploitation des hydrocarbures, les 3/4. Donc quand on vous dit, quand vous lisez l'extraction du carbone de l'atmosphère va réduire le réchauffement climatique, c'est actuellement faux. Aujourd'hui, on récupère le CO2 pour l'injecter dans le sol, pour sortir plus de ce qui fait du CO2 dans l'atmosphère. Bon. Aujourd'hui, je vous l'ai dit au début, on vit dans une société thermo-industrielle, société de la chaleur, une industrie faite par la chaleur. Le défi, c'est faire une société éolo-industrielle, dont la source d'énergie serait le vent, ou une société photo-industrielle, dont l'énergie serait les photons, ou nucléo-industrielle. Je pense que nommer les choses, c'est utile. Et il faut pouvoir qualifier de cette façon-là le projet de transition énergétique. Il faudrait qu'il soit physiquement possible que le vent, le rayonnement électromagnétique et les atomes d'uranium soient des sources d'énergie pour l'industrie de nos sociétés, auquel cas on aurait effectivement une société éolo-industrielle, photo-industrielle ou nucléo-industrielle, et plus une société thermo-industrielle. Donc vous voyez, ce graphique-là, pour moi, est faux. Il spécule toute la zone bleu ciel ou turquoise. C'est comme si le vent, le rayonnement électromagnétique et les atomes d'uranium étaient des sources d'énergie pour nos sociétés. Pour l'instant, c'est comme si. Mais comme il n'y a aucune littérature scientifique qui dise « bah oui, ce sont des sources d'énergie », pour l'instant, on est obligé de douter de ce graphe. Je vous parlais du rapport Meadows tout à l'heure. Pourquoi c'est important de qualifier les choses, de bien dire les choses et de les catégoriser dans les bonnes cases, de les mettre dans les bonnes catégories. Vous avez donc la courbe dont je vous parlais tout à l'heure. Dans une économie à peu près comme elle était dans les années 70, il y avait de la croissance jusque dans les années 2020, 2030, 2040. Et au bout d'un moment, la production de richesse ne devenait plus suffisamment grande pour compenser les dégâts ou le ralentissement de la performance de l'industrie ou les besoins croissants en énergie pour, par exemple, l'agriculture, etc. Donc, à partir d'une certaine date, les courbes cessaient de croître, d'une part, et puis finissaient par passer un plateau et décliner derrière. Donc, vous avez la courbe de l'alimentation, la production de services, la pollution. C'est tant mieux, si elle décroît à un moment donné, la production industrielle et aussi la population. Alors, pour la population, je fais une parenthèse. Je pense que vous le savez parce que c'est une information qui a beaucoup circulé. On n'est plus du tout sur des modèles où nous sommes 10, 12, 15 milliards à la fin du siècle. Les démographes pensent aujourd'hui qu'à partir de la moitié du siècle, naturellement, toutes choses égales par ailleurs, la population humaine se stabiliserait puis éventuellement décroîtrait. Pourquoi ? Pour des raisons que nous-mêmes sommes un peu en mal de définir, c'est que, il y a plein de critères, mais toutes les sociétés, en fait, après une période de croissance économique, passent ce qu'on appelle une transition démographique, et le taux de natalité baisse assez rapidement et parfois passe en dessous de 2. Donc le renouvellement de population ne se fait pas, ou moins, et de moins en moins bien. Et donc l'humanité est en train de passer partout sur la planète, quasiment partout, pas partout en Amérique du Sud et pas partout en Afrique, mais partout ailleurs,
y compris en Inde et en Chine, est en train ou va passer sa transition démographique. Au point que la Chine s'alarme et fait machine arrière sur toutes les politiques antinatalistes. Parce que, évidemment, une natalité qui baisse, c'est un gros problème économique à l'échelle d'une génération. Ici, dans le rapport Meadows, on a un taux de renouvellement de la population qui décroît pour des raisons écologiques au sens large, c'est-à-dire baisse des rendements agricoles, pollution, surtout baisse des rendements agricoles. Quoi qu'il en soit, ce que je veux vous montrer ici, et que je suis à peu près sûr que vous n'avez pas vu, et je ne l'ai pas nommé, je ne vous ai pas aidé, mais vous avez des variables qui sont ajustables. Dans les années 70, quand on a commandé ce rapport Meadows, on voulait savoir sur quel curseur on pouvait jouer, avec quel indicateur on pouvait, sur quel indicateur on pouvait avoir de l'influence pour orienter les trajectoires. On peut faire des politiques économiques telles ou telles. On peut, je ne sais pas moi, parier sur l'innovation pour que la technologie pallie les problèmes des technologies précédentes. On peut innover pour réduire la pollution. On peut choisir de ne pas croître. Il est probable que dans l'humanité, probable, je ne dis pas possible, ou l'inverse, il est possible, mais pas forcément probable, enfin tout ça est est potentiellement idéologique, il est possible que des populations humaines aient dit, là non, il faut qu'on arrête de croître, on va stabiliser notre population, parce que si on continue à s'étendre, on va manger tous les poissons de la rivière, on va couper toutes les forêts, donc on arrête. Peut-être que ça s'est déjà produit. Ça se discute, mais peut-être que c'est vrai. Donc dans ces courbes-là, on avait la potentialité de choix de dire, voilà, on ne va pas choisir l'option Reagan ou l'option Thatcher, on va choisir l'option stabilisation des sociétés, on arrête la croissance. On sait a posteriori qu'on n'a pas fait ce choix-là. Quoi qu'il en soit, on avait des variables d'ajustement. Mais derrière ces courbes, il y en a une qui fait cette trajectoire. C'est celle des ressources non renouvelables. Et vous voyez que sa forme n'a rien à voir avec les autres. Toutes les variables d'ajustement, j'ai gardé la population, puisque la population, les démographes savent bien que ce n'est pas une variable d'ajustement. Personne ne sait comment on gère la natalité des gens, c'est des choix qui ne sont pas maîtrisables. La Chine le comprend très bien maintenant. Donc ici, on avait des variables d'ajustement, des choix industriels, des choix de société, des choix économiques. Ici, la population, on ne sait pas comment on fait pour maîtriser ça. Et il y a une courbe qui n'a qu'une seule trajectoire, c'est la baisse, c'est celle des ressources non renouvelables. Et là-dedans, vous mettez tout, tous les métaux, le sable et les hydrocarbures, évidemment. C'est toi, Hugo, qui a insisté, ou avec Jonas, pour que je parle de cette courbe, parce qu'elle nous rappelle une chose, c'est qu'il ne faut pas, et pour moi c'est très important, il ne faut pas confondre les variables d'ajustement et les lois de la nature. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, à mon sens, c'est des tentatives plus ou moins réussies et à mon sens plutôt ratées de convertir ce que la science sait, je vous ai dit au début de quoi relevait le consensus scientifique, donc convertir ce que la science sait en variables d'ajustement. Convertir des lois de la nature, comme les lois de la conservation, qu'on voit très bien, les lois de conservation, ou les principes de l'irréversibilité thermodynamique, convertir les lois de la nature en variables d'ajustement. Comme si, en faisant varier ces indicateurs-là, on allait résoudre le problème du fait que nous vivions sur une planète finie. Eh bien, ça n'a rien à voir. Pourquoi c'est sûr, et pourquoi c'est sûr à partir du rapport Meadows? Il y avait 13 scénarios dans le rapport Meadows, dont les deux principaux qui ont été gardés en mémoire, c'est ceux, effectivement, business as usual, qui indiquaient un risque d'effondrement. Il y avait d'autres scénarios dans lesquels les auteurs avaient fait varier les variables, voilà, plus ou moins d'innovation, telle politique sociale, économique, plein de variables ont été ajustées. Et il y avait des scénarios jusqu'à 2100, retenez bien jusqu'à 2100, dans lesquels on obtenait une société plus ou moins stable. Ils existent, ces scénarios. Vous lirez le rapport Meadows. Le problème, c'est que même quand on avait une société plus ou moins stable,
la courbe des ressources faisait exactement la même trajectoire. Plus ou moins pentue à la fin, parce qu'elle est indexée non pas aux variables d'ajustement, elle est indexée au fait qu'on puise dans les ressources. À partir du moment où on puise dans des ressources, de toute façon, elles s'épuisent. Donc, à partir du moment où une société thermo-industrielle puise dans du pétrole, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Même si cette société thermo-industrielle puise peu, ou moins qu'aujourd'hui. Les variables d'ajustement ne changent pas la dimension de la planète et le fait que nous vivions à crédit sur des ressources en quantité finie. Dans vos travaux, vous allez devoir en permanence faire des arbitrages entre des paramètres sur lesquels vous avez la main et d'autres sur lesquels vous n'avez pas du tout la main. Mais si on vous fait croire que vous avez la main sur des paramètres en fait, qui sont des lois de la nature et qui ne vous appartiennent pas, on va vous illusionner, on va vous tromper et on va peut-être vous orienter vers des choix personnels ou collectifs délétères. Si aujourd'hui, on pense vraiment qu'on peut remplacer les centrales thermiques par des centrales fondées sur de l'énergie auxiliaire, alors que, et par exemple Aurélien Barraud le dit très bien, de toute façon, à partir du moment où on produit de l'énergie, ça veut dire qu'on extrait des ressources, même si c'est de l'énergie verte, et bien de toute façon, on va se retrouver avec des ressources finies. Ça ne change pas le fond du problème. D'accord ? Je ne dis pas ça pour vous miner le moral, je dis ça pour que vous ayez des leviers de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui, en particulier des leviers de compréhension sur... Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on ambitionne une transition énergétique, une substitution, et on continue à émettre de plus en plus de CO2. Ces trucs-là qui sont contradictoires, il faut les comprendre, sinon c'est nos cerveaux qui vont exploser, et ça, à force d'avoir des informations, des injonctions paradoxales, on va être dépossédé de nos choix politiques, de nos choix individuels ou collectifs. Là, pour moi, c'est un discours démocratique que je vous propose d'entendre. Il faut que les paramètres d'ajustement de notre vie de demain nous soient accessibles complètement, honnêtement et de façon claire pour qu'on sache où on va, tout simplement. Je vais clore sur cette phrase. Je n'y vois plus rien de toute façon parce que je n'ai pas de lumière, donc c'est judicieux. Et j'ai envie de discuter avec vous. J'espère que vous avez des questions et je vous remercie.